Les livres dont nous parlons font évoluer votre cerveau. C'est la science de changer d'avis. Le livre parle de ce que les neurosciences ont à dire sur la possibilité de changement. Il existe un concept en neurosciences appelé neuroplasticité. Cette plasticité nous dit que nous sommes changés par chaque pensée que nous avons. Tout ce que nous apprenons, chaque expérience, chaque rêve, nous l'embrassons. Le cerveau est plastique tout au long de notre vie. Cela nous permet de modifier nos comportements, de faire un meilleur travail dans la vie. Donc le livre est sur ce que signifie le changement, pourquoi il est si difficile de changer et décrit certaines techniques possibles pour que les gens commencent à apporter des changements mesurables dans leur vie. Un miracle est tout ce qui se passe en dehors de la convention, que ce soit la convention sociale, religieuse, scientifique ou toute autre chose se passant en dehors du système de croyance actuel. Quand j'ai étudié les rémissions spontanées de maladies, j'ai commencé à réaliser que certaines de ces rémissions n'étaient pas si spontanées après tout, que les gens avaient en fait une intention très claire sur ce qu'ils voulaient. Ils avaient la capacité de se connecter avec l'esprit en eux. Ils avaient réalisé qu'ils devaient changer certaines émotions qui les conduisaient à un dénominateur inférieur, qui était très addictive et connectée aux substances chimiques de stress. Ils ont dû réinventer un nouveau moi. Ils ont dû devenir quelqu'un d'autre. Dans le processus de cette contemplation d'une nouvelle idée, ils ont eu des moments où ils ont perdu la notion de temps et de l'espace, où ils ont réellement disparu. C'est le modèle de transformation dont parle le livre. Dans une version très simpliste, lorsque nous parlons du modèle des pensées, des émotions et des peptides, nous avons essentiellement 3 types de substances chimiques qui sont dans le cerveau et le corps. Ils sont appelés ligands, l'agar, ce qui signifie se lier. Nous avons des neurotransmetteurs, ce sont ces petits produits chimiques qui coulent dans le cerveau, qui déclenchent des pensées. Lorsque certaines séquences se déclenchent dans certaines combinaisons, lorsque les circuits se déclenchent d'une certaine manière, ils produiront une réponse émotionnelle qui active le mésencéphale, qui produit un ensemble de peptides qui correspondent à une pensée ou à l'émotion de la personne qui pensait. Ces seconds ensembles de ligands appelés neuropeptides sont à peu près la raison pour laquelle nous ressentons ce que nous ressentons. Une fois que ces ligands sont libérés dans la circulation sanguine, vous savez, les peptides, ils se dirigent vers différents centres hormonaux et stimulent les centres hormonaux pour produire le 3e type de liganes, qui sont les hormones, qui produisent alors différentes émotions, des tendances agressives, des pulsions sexuelles, et donc, quand nous avons une pensée, la pensée produit un sentiment. Ce sentiment signale alors au corps que nous ressentons exactement la façon dont nous pensons. Au moment où nous ressentons la façon dont nous pensons, commencer à penser la façon dont nous nous sentons. Et c'est là que les ennuis commencent. Parce que la redondance de ce cycle de pensée et de sentiments et de pensée, fait travailler l'esprit et le corps ensemble. Lorsque nous créons ce qu'on appelle l'état d'être, mais c'est idéaliste. Un excellent moyen de l'observer est lorsque nous regardons comment le corps se mue en certains états d'esprit. Mais la difficulté est quand il s'agit de changer. Quand vient le temps de briser cette dépendance entre la pensée et le sentiment et la rupture avec le moi familier. Alors le corps, qui est devenu l'esprit à cause de son cycle, a tendance à renvoyer des signaux au cerveau pour faire revenir le cerveau au moi familier. Chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, nous établissons une nouvelle connexion dans le cerveau. Si nous parlons d'évolution du cerveau, il y a 2 façons principales d'apprendre le texte, ou ce qu'on appelle les souvenirs sémantiques, d'apprendre des faits et des informations. Et alors que nous commençons à former de nouveaux souvenirs basés sur ce que nous apprenons, le cerveau met à l'échelle son matériel pour former un nouveau point dans la tapisserie tridimensionnelle de la matière grise. Mais quand nous avons une nouvelle expérience, l'expérience enrichit vraiment le cerveau. Car lorsque nous sommes au milieu d'une expérience nouvelle, non seulement nous collectons des informations uniquement parce que nous apprenons par le fait, mais nos sens sont complètement décuplés. Et parce que nos sens sont tellement impliqués dans l'expérience, cela fait que plus de neurones commencent à se regrouper pour refléter l'événement dans l'environnement. L'apprentissage et l'expérience
sont donc deux excellentes façons de faire évoluer le cerveau lorsque nous vivons en état de survie. Nous vivons des produits chimiques du stress. Lorsque nous sommes menacés par quoi que ce soit dans notre monde extérieur, ces produits chimiques de survie ou ce stress, ces produits chimiques mobilisent d'énormes quantités d'énergie, de sorte que nous sommes prêts à survivre dans l'environnement. Donc, lorsque nous mobilisons toute cette énergie créée de façon chimique produit une forte ruée d'émotions qui a tendance à être quelque peu addictive. Ce sont ces états émotionnels qui produisent ces émotions de colère et de haine, d'agression et de jugement et de peur, d'anxiété, de douleur et de souffrance. Selon le modèle psychologique, 90% des pensées et des émotions de la plupart des gens sont négatives. Donc, la raison pour laquelle elles sont si spontanées et si négatives, c'est parce que ces émotions nous conduisent à un dénominateur inférieur. Cela nous amène à concentrer notre attention sur le corps, l'environnement et le temps, tant et si bien que nous devenons égoïstes. Passer de cet état addictif à un état créatif nous oblige à devenir altruistes. Il y a alors un très fort changement physiologique qui a lieu dans le cerveau. Quand nous sommes en mode survie, c'est le cerveau postérieur qui contrôle le cerveau antérieur. Ce sont nos sentiments qui contrôlent notre pensée. Lorsque nous nous glissons dans un état de création, nous avons en fait le cerveau antérieur qui contrôle le cerveau postérieur. Le lobe frontal agit comme un grand chef de la symphonie et calme le reste des circuits du cerveau pour que rien d'autre ne soit traité à part ce que nous sommes ou ce que nous faisons présentement. Au moment où le cerveau antérieur contrôle le cerveau postérieur, le lobe frontal agit comme un contrôleur du volume, ce qui réduit le volume des circuits du cerveau qui traitent le temps et l'espace. Donc, le résultat de cela est que nous nous oublions. Nous devenons altruistes. Nous ne devenons rien ni personne et il n'y a plus de temps. C'est lorsque nous sommes dans cet état d'altruisme que nous sommes les plus efficaces en termes de création. C'est là que nous brisons la dépendance. Il existe plusieurs façons de briser ces schémas émotionnels. Je veux dire, il y a une toute nouvelle science émergente aux États-Unis appelée médecine énergétique ou psychologie de l'énergie. Ce qui fait la médecine énergétique et la psychologie de l'énergie, de l'EMDR à l'EFT en réseau, de la chiropratique à Body Talk en passant par les énergies matricielles pour reconnecter la thérapie, c'est qu'elles travaillent toutes à retirer la mémoire du corps. C'est la clé. Même la méditation est un excellent outil. Donc, ce sont les types d'outils que j'aime, ou tout ce qui peut aider à libérer l'émotion du corps parce que c'est là qu'elle existe. Elle n'existe pas vraiment autant dans l'esprit, elle existe davantage dans le corps. Ainsi, le processus méditatif que nous utilisons dans mes séminaires et ateliers est vraiment conçu pour que la personne aborde l'émotion qu'elle a mémorisée, commence à mémoriser cette émotion, puis reconditionne le corps à un nouvel esprit ou à une nouvelle émotion lors de la méditation que nous effectuons, qui semble être assez efficace. Selon la définition neuroscientifique de l'esprit, et selon comment il se connecte à l'esprit du champ quantique, l'esprit est le cerveau en action, ou l'esprit est le cerveau à l'œuvre. Et parce que nous avons 100 milliards de neurones dans notre cerveau, nous pourrions créer des esprits différents et infinis. Maintenant, si nous pouvons changer le cerveau et que nous pouvons changer d'avis, cela pose la question de savoir qui change le cerveau dans l'esprit. Le cerveau peut changer le cerveau, car c'est juste un organe différent d'un foie ou d'un rein. L'esprit ne peut pas changer le cerveau, parce que l'esprit est le produit du cerveau. Alors, qui change le cerveau dans l'esprit? Ce mot est conscience. Cet aspect immatériel de vous et de moi qui utilise le cerveau et le corps pour produire différents niveaux d'esprit. Et seulement lorsque nous sommes vraiment conscients, nous faisons des changements mesurables. Donc la conscience, l'aspect immatériel de vous et de moi qui nous relie au champ, est ce qui fait fonctionner le cerveau et le corps, et c'est le bras aisé qui nous permet d'unifier matière et énergie.